Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de Belgique 2025. Cette course a duré 1h25, mais ça a été un peu plus long parce qu'on a eu un délai de 80 minutes en raison de la pluie, mais finalement, cette course s'est complétée dans ses 44 tours. Et pour parler de cette course, j'ai avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien, très bien. On se demandait à un moment combien de temps on allait devoir attendre pour avoir cette course-là. Ça a été pas trop long non plus. Une attente, bon, alors, ça aurait pu durer plus longtemps, mais je suis content d'être dans le confort de mon domicile et ne pas être en Belgique. Exactement. Puis, évidemment, ceux et celles qui nous écoutent et qui étaient au Grand Prix de Belgique, on vous salue. Puis on espère que vous avez eu du fun. Les gens dansaient. Je pense qu'en général, les gens ont eu du plaisir. Ouais, exact. Donc, l'important, c'est d'avoir du plaisir pendant la fin de semaine du Grand Prix. Beau temps, mauvais temps. Alors, je vais vous donner le classement de la course qui, au moment de l'enregistrement, vient tout juste de se terminer. Bon, il y a à peu près 30 minutes à peu près. Mais bon, Oscar Piastri l'emporte devant Lando Norris, donc un doublé McLaren. Charles Leclerc est 3e. Max Verstappen, 4e. Et pour la première fois de la saison, il est hors du podium pour 3 Grands Prix consécutifs. George Russell est 5e. Alex Albon, 6e. Lewis Hamilton, parti 18e et de la ligne des puits, devrais-je dire, 7e. Liam Lawson, 8e. Gabriel Bortoleto marque encore des points pour la 2e fois de la saison. Et Pierre Gasly complète le top 10 avec sa 10e place, évidemment. Mais on n'a perdu aucun pilote. Étonnamment, c'était une course qui ne passera pas à l'histoire, mais personne n'a abandonné. Alors, Marc-André, on va pas parler de la situation de la pluie, le délai et tout ça. On va aller tout de suite sur le résultat du Grand Prix. Donc, Piastri qui, maintenant, accentue son avance à 16 points. Et ce, en dépit d'être parti 2e, c'est un très bon départ de la part de l'Australien. Oui, très bon départ. Il a profité encore une fois d'une légère erreur de Norris. Norris s'est décalé un petit peu, on voyait que ses pneus n'étaient pas à la bonne température, a glissé un petit peu lors de la relance et Piastri en a profité assez rapidement. Il n'a pas laissé de chance à Norris. Il y avait une meilleure vitesse de pointe en raison d'une meilleure sortie de virage et ça fait en sorte qu'il a pu le dépasser là, en haut du radion. Donc, je trouve que ça a été très bon pour Piastri. Bon contrôle par la suite. En même temps, c'était une course de contrôle de pneus. On voulait s'assurer de pas faire de deuxième arrêt au puits. Donc, du côté de Norris, on est allé vers une stratégie plus pas en médium, en dur pour pouvoir faire aucun changement de pneus. Piastri est allé en médium un petit peu plus tard, mais lui aussi, finalement, aura réussi là, à contenir ses pneus pour ne pas s'arrêter à nouveau. Donc, la stratégie de Norris est un petit peu tombée à l'eau, mais somme toute, comme tu l'as dit, je pense qu'une course qui passera pas à l'histoire, une course un peu endormante, mais somme toute, Piastri réussit à avoir une autre victoire et elle est bien méritée, somme toute. Oui, exactement. Et puis, Piastri qui est parti 2e, je pense que il a eu, il a vécu la situation, partir premier et se faire dépasser. On l'a vu dans le sprint, entre autres, lorsque Verstappen l'a dépassé le long de la droite de Kemmel samedi matin. Et cette fois-ci, il a rendu l'appareil à Lando Norris. Ouais. Mais Piastri, et tu l'as dit aussi, Piastri est allé avec la gomme médium lorsque les conditions météo pouvaient le permettait en fait. Et je pense que là-dessus, Pirelli avait mis l'option de mettre la gomme C3 comme médium et C4 pour les temps. De toute façon, on ne les a pas vus. Mais la C1, les durs, c'était la C1. Donc, c'était la gomme la plus dure de toutes.
Et moi, je l'ai dit sur Blue Sky, la stratégie de Norris était intéressante, mais d'autant plus aussi que Piastri devait gérer les pneus pour l'entièreté de la course au moment où c'était sec. Et là-dessus, Piastri a été capable de gérer ça, contrairement, par exemple, à d'autres pilotes qui ont été obligés de faire un deuxième arrêt au puits. Oui, tout à fait. C'est bien mentionné. Je trouve aussi peut-être que chez McLaren et Norris, on a peut-être surestimé un petit peu la capacité des pneus durs à se chauffer et à prendre de la vitesse rapidement, mais surtout peut-être qu'on a surestimé la longueur des pneus médiums avec laquelle on pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Donc, est-ce que Pirelli aurait pu nous offrir des pneus moins tendres pour nous offrir une meilleure course? Peut-être, mais ça, c'est toujours une question qui va être très débattue. Je pense que c'est dur à prévoir aussi. Là, il faisait très froid quand même à cause de la pluie. La piste n'était pas énormément chaude. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact aussi sur la dégradation des pneus. Ça fait en sorte qu'on a eu une course qui était, somme toute, comme on l'a dit tantôt, assez plate. Mais en plus, on avait les pilotes qui voulaient pas aller trop loin dans la dégradation de pneus. Et Piastri, effectivement, ça fait partie de la raison pourquoi il est premier et il a gagné cette course. C'est sa gestion des pneus. Puis Piastri, on l'a toujours dit, c'est un pilote qui est capable de bien les gérer. Puis ça fait partie de de toute sa panoplie de talents. Exact. Et aussi, il a dit après le Grand Prix, il s'était dit d'abord déçu de la décision de la direction de course d'y aller avec un départ lancé plutôt que départ arrêté lorsque les conditions le permettaient. Parce que ça allait lui enlever toute opportunité. Et disons aussi le fait que Norris, ait commis l'erreur au virage 1 à la source, ça l'a aidé quand même à justement être proche de lui, de bien gérer sa lancée pour dépasser son coéquipier, de ne jamais être inquiété aussi. Donc l'exécution au départ a été bien faite, mais d'un autre côté aussi, on l'a entendu à la radio, Lando Norris aussi, l'ingénieur de piste de Lando Norris, Will Joseph, avait dit que la batterie allait revenir à temps. Donc, il a utilisé la batterie pendant les tours derrière la voiture de sécurité, et lorsque l'épreuve a commencé, ça ne l'a pas aidé aussi. Donc, d'ici là, c'était peine perdue. Et même, parce qu'on va parler de Norris, on parle beaucoup des erreurs commises, entre autres, à Pouhon, roue bloquée, mais je pense que là où il a peut-être perdu une grosse chance d'attaquer Piastri en fin d'épreuve, c'est l'arrêt au puits. C'est le passage au puits, l'arrêt au puits en tant que tel qui lui a coûté cher. Tout à fait, ça n'a pas été le meilleur arrêt au puits de son côté. Et puis, effectivement, tu sais, c'est même pour Piastri, ça a été 2-8. Je me souviens plus de Norris, ça a été combien? 3-7. 3-7, c'est ça. Hein. Puis, mais tu sais, même pour Piastri, ça n'avait pas été hyper parfait, même si on se disait que il y a eu clairement un petit problème. Mais effectivement, pour Norris, 3-7, ça a pu faire une différence à la fin, un petit peu quand même. Mais c'est plutôt dans sa gestion de sa gestion du chauffage de pneus que je mettrais peut-être un petit peu. J'ai l'impression qu'il aurait pu devenir plus rapidement si il y avait peut-être eu une meilleure gestion du chauffage de ses pneus. Mais encore là, c'est très facile à dire dans le confort de mon sous-sol. Donc j'admets que je pense que Norris aurait pu profiter mieux de ses opportunités. Mais encore là, il semblait peut-être un petit peu moins à l'aise que Piastri aussi au début de la course, sous la pluie, au moment où la piste était un petit peu détrempée. Ouais. Mais je dois dire aussi que Piastri, à part pour les qualifications samedi, était le pilote qui était le plus rapide durant ce Grand Prix.
certes, Verstappen l'a battu au sprint, mais Piastri avait nettement l'avantage sur Norris. Et Norris pouvait vraiment pousser Piastri à une bataille entre les deux pour la victoire. Parce que moi, j'ai été surpris que, à moins qu'il y ait une autre explication, mais j'ai été surpris que McLaren n'ait pas opté pour faire un double stack, surtout avec l'écart que les deux avaient au moment où Piastri est rentré. Je pense qu'il y avait quoi? Au moins une... Au moins 4 secondes. Je pense même quoi? 1 seconde et demie sur... Okay. 1 seconde et demie entre les deux lorsque Piastri s'est arrêté. Je crois que là-dessus... OK, tu parlais entre les deux. OK, pardon, ouais. Je pensais que tu parlais avec Leclerc. OK, désolé. Mais c'est vrai aussi que Leclerc aussi... de toute façon, Norris et Leclerc s'étaient assez distancés. Mais là-dessus, je pense que ça n'a pas aidé parce que il y a quand même eu... Norris a dû faire un tour supplémentaire sur des pneus intermédiaires qui étaient usés à la corde et sur une piste qui s'asséchait carrément. Donc, ça a fait plus de mal que les erreurs qu'il a commises, surtout à Pouhon où il a perdu 1,2 secondes. Ensuite, il y a eu ce blocage de roue, il a perdu quoi, à peu près 6 à 8 dixièmes sur Piastri. Puis, vers la fin, je crois, un autre moment, il a bloqué les roues et de toute façon, les carottes étaient cuites. Donc, j'ai plus l'impression que le départ et l'arrêt au puits ont fait plus mal que les erreurs en tant que telles. Ouais, c'est comme une multitude de petites erreurs ou de petits facteurs qui ont fait en sorte que Norris n'a jamais été capable d'être dans l'arrière-train de Piastri. Ce qui a quand même laissé peut-être un petit peu plus facile la tâche de Piastri dans ce contexte-là pour aller vers sa victoire. Et pour la gestion de ses pneus aussi, parce que si c'était fait attaquer, c'est là que la gestion des pneus aurait été plus difficile aussi. Donc, oui, Piastri a bien géré ses pneus, mais en même temps, il n'a pas été nécessairement très attaqué. Donc, dans le contexte, il pouvait bien faire les choses et bien faire ses freinages, bien amener la voiture dans les virages. Ça fait en sorte qu'il n'a pas été trop stressé ou nerveux, j'imagine, durant la course. Exact. Parce que je pense qu'on peut... Parce qu'évidemment, tout le monde va jeter le blâme sur Norris pour les erreurs, mais dans l'ensemble, il a quand même bien fait. Il a tout tenté pour justement repartir et gagner du terrain avec des pneus durs qui... la stratégie en soi a fonctionné. Il faut pas se le cacher. La stratégie d'aller avec les pneus durs a fonctionné. Mais c'est juste... Tout l'ensemble a ruiné l'opportunité d'une bataille entre les deux et d'une potentielle victoire. Ouais, puis tu sais, la question peut se demander si, effectivement, on avait dit à Piastri et Norris, OK, rentrez en même temps. Est-ce que les deux auraient été sur la même stratégie? Probablement. Est-ce que Norris avait une dégradation plus importante au départ, c'est pour ça qu'il est rentré premier, peut-être également aussi. Donc, il y a des facteurs que j'ai hâte de voir avec les entrevues. Peut-être qu'on va pouvoir être plus... on va pouvoir peut-être avoir plus d'informations pour nous donner des sources de réponse. Exact. Mais c'est dommage pour Norris parce que maintenant, l'écart s'est agrandi à 16 points. Norris ayant... Piastri ayant gagné 1 point au sprint samedi et là, avec la victoire... là, on est rendu maintenant à 16 points d'écart avant le prochain Grand Prix qui est en Hongrie. Là, ensuite, on a Charles Leclerc et Max Verstappen qui complètent le top 4. Charles Leclerc a fait une bonne course, mais elle a été carrément pas effacée, entre guillemets, mais disons mise à l'ombre avec la performance de Lewis Hamilton qui a connu un week-end très difficile, éliminé 2 fois en Q1, autant dans les qualifs sprint que dans le qualif Grand Prix, termine 15e dans le sprint, mais en plus est parti de la ligne des puits pour changement de moteur, puis je pense que c'était la meilleure chose à faire, surtout quand tu pars loin et sur un circuit de moteur comme celui de la Belgique.
celui de Spa, devrais-je dire. Alors, Hamilton a vraiment donné le show, a volé la vedette à Charles Leclerc qui a obtenu un podium. Oui, complètement, complètement. Hamilton a été très, très bon. Je dirais aujourd'hui, parce que Oui. les autres journées ont été excessivement difficiles, comme tu l'as mentionné. Hamilton sortait disons, d'un jeudi assez, assez, comment dire, en tout cas, il a voulu être très volubile sur ses objectifs et sur la performance de sa voiture. Il était très insatisfait. Il mentionnait qu'il ne voulait pas être comme Alonso et Vettel de ce monde, qu'il ne voulait pas ne pas être champion avec Ferrari, qu'il avait du travail à faire avec cette voiture et tout ça. Et finalement, arrive un samedi un vendredi très difficile, un samedi très difficile. Et il a réussi à faire ce tour de magie avec cette voiture. Évidemment, je pense que stratégiquement, ils ont été peut-être très forts parce que ils ont voulu aller plus vite que les autres dans les puits. Ont été l'une des premières voitures à rentrer. Il a fait en sorte, là, avec Hülkenberg, Gasly et Alonso également, qui a fait en sorte qu'il a pu se mettre en position pour aller chercher de la vitesse rapidement. Mais il a aussi été l'un des cobayes pour cette piste qui était encore à certains endroits détrempée. Peut-être détrempée est un mot un petit peu fort, là, mais certainement mouillé. Donc, c'est franchement bien pour lui d'avoir pu contrôler quand même sa sortie et réussir à passer les premiers tours qui sont habituellement plus difficiles lorsqu'on se met en pneus médium, slick, parce que bon, tes pneus sont pas nécessairement chauffés, il y a encore un petit peu de mouille sur la piste, donc ça augmente la difficulté. Et Hamilton a très bien géré ça et finalement termine en très bonne posture. Et même, comme tu l'as dit, est parti des puits. Donc, c'est un résultat plus que positif, je trouve, pour Hamilton dans le contexte, pardon. Exactement. Et puis, d'abord, nous a offert de très beaux dépassements, comme il sait le faire quand il doit remonter le peloton. Alors, dans les circonstances, je dirais, c'est même une de ses meilleures performances jusqu'à présent avec Ferrari. Donc, ça, au moins, ça aide. Puis ça peut bâtir une confiance aussi, même si il est passé proche de dépasser Alex Albon pour finir 6e. Mais je crois que dans l'ensemble, Hamilton doit être content de sa performance aujourd'hui. Alors, mais surtout en étant un des premiers, ou sinon le premier à s'arrêter pour des pneus slick avec Nico Hülkenberg, Pierre Gasly et Fernando Alonso. Ça a énormément fonctionné. Alors, je crois que Hamilton mérite amplement le titre de pilote du jour. Ouais, c'était pas mal bon, je veux pas dire le seul candidat, mais c'était le candidat logique là, pour un petit peu tout le monde, je crois. Et puis, Hamilton a montré le hammer time, même si il était loin de la première position quand même. Exact. C'était un hammer time en quelque sorte pour lui. Mais je dois dire, Hamilton, dans cette course, et surtout avec le changement de conditions, passer de mouillé à sec, c'était pas un des seuls vainqueurs de cette situation. J'en ai retenu 2 autres, et puis si jamais tu en as un autre, Marc-André, tu pourras en ajouter. Mais Pierre Gasly, quand même, termine 10e, était justement un des 4 premiers à s'arrêter pour des pneus slick, finit 10e. Alors, c'était à la base un bon week-end pour le Français, malgré en fait des problèmes de fuite d'eau qui l'a empêché de prendre le départ à temps pour le sprint. Mais il s'est bien repris dans le Grand Prix aujourd'hui en marquant un point pour l'écurie française. Oui, tout à fait. C'en est un qui a bien ressorti là, de ces arrêts au puits. On pourrait dire quand même rapide parce qu'on voyait que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y avait encore des sections de la piste qui étaient assez mouillées. Et donc, il fallait quand même être audacieux de vouloir y aller. Mais visiblement, tu sais, quand tu n'as rien à perdre en arrière,
Moi, j'ai toujours l'opinion que t'es peut-être mieux de faire quelque chose que tu penses qui pourrait te nuire si tu penses que ça peut vraiment t'aider que de rester un petit peu au neutre puis de pas vouloir tenter le grand coup. Je trouve que j'ai aimé l'attitude d'Alpine avec Pierre Gasly. Ils ont voulu essayer quelque chose. Ils voyaient qu'en ce moment, c'était un peu au neutre. Tout le monde était pas mal, gardait ses écarts, gardait ses distances. C'était peut-être le moment de faire shaker un peu les choses. Tu vois, ça a fonctionné parce qu'il a rentré, il a réussi à aller chercher de la vitesse rapidement sur son tour après. Et ensuite, là, ça a été le début de tous les changements de pneus. Ça a poussé les autres écuries à faire le mouvement. Puis ça, parfois, ben, peut-être les écuries ne sont pas nécessairement prêts, mais ils vont y aller quand même. Donc, ça fait en sorte que je trouve qu'ils ont bien fait de rentrer parmi les premiers, là, parmi les 4 écuries qui ont voulu le faire. Oui, et je pense quand même que Gasly, durant tout ce Grand Prix, ben, Gasly s'est rendu quand même assez souvent en Q3 cette saison, mais en course, ça a été un petit peu plus difficile à certaines occasions parce que la voiture manquait de rythme. Mais là, aujourd'hui, ça a été vraiment selon l'instinct du pilote et surtout selon la conduite. Mais aujourd'hui, je pense, lui, il était en tête d'un trade de DRS à un certain moment. Et là, bon, ensuite, ça s'est pas très. Il a quand même fini 10e, donc je pense que le français. Et puis, je regardais justement un petit extrait de l'entrevue qu'il a passé à Canal Plus après la course. Il était assez content. Hein. Puis, il a quand même fini à moins d'une seconde, une seconde, moins d'une seconde, c'est ça, devant Oliver Bowman qui termine 11e. Alors, c'est un petit point, mais c'est un point satisfaisant pour Alpine, surtout quand on sait qu'Aston Martin en arrache et puis veut éviter de finir dernier au championnat des constructeurs. D'ailleurs, bon, oui, il y a quand même 16 points qui séparent Alpine de Haas et de la 9e place, mais c'est un freak, j'ai pas envie de dire un freak result, mais un résultat comme par exemple le podium de Hülkenberg ou même leur double podium au Grand Prix de Sao Paulo l'année dernière peut arriver, donc il faut qu'ils gardent Tout à fait. À un moment donné, il faut que tu aies des points. Puis là, ça fait du bien, ça fait. Ils ont eu 8 points lors du dernier Grand Prix, mais avant ça, ça faisait 2 Grands Prix qu'ils n'en avaient pas eu. Ils ont toujours eu ils n'ont pas eu de constance dans les dans la terminaison dans le top 10 depuis le début de la saison. Donc là, ça fait comme 2 Grands Prix de suite. C'est la première fois qu'ils obtiennent 2 Grands Prix de suite avec au moins 1 point. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de construire là-dessus puis aller en chercher d'autres? Je ne crois pas, mais peut-être qu'ils vont réussir. On sait, qui sait? Exact. Et sinon, moi, j'ai un autre pilote qui a retenu mon attention et puis il était dans le groupe, Nico Hülkenberg. Je dois dire, même s'il a terminé 12e, il était dans les points pendant une bonne partie de la course avant de s'arrêter pour un deuxième train de pneus médium. Mais Hülkenberg partait de la 14e place, était vraiment, mais vraiment en train de suivre Hamilton et compagnie, et ensuite a été parmi les 4 premiers à s'arrêter. Et ça a fonctionné parce qu'il s'est retrouvé 9e en essayant de pourchasser Liam Lawson jusqu'à ce que Sauber décide de changer les positions avec Gabriel Bortoleto qui termine 9e avec 2 points. Encore une belle course de la part du Brésilien. Mais Hülkenberg, même s'il gagne 2 places, ça a quand même été moi je trouve ça a été dans la majorité des cas une bonne course pour lui. Oui, oui. Ça a été une bonne course quand même. J'aurais cru qu'il aurait terminé plus proche des points. Et j'assure à nos auditeurs, là, on n'est pas payé par Sauber, là, parce que là, récemment, on en parle beaucoup. Là. Faut juste être sûr, là, on n'a pas de financement à deux. Là. Mais non, effectivement, le Wittenberg, j'aurais cru qu'il méritait un meilleur sort. J'ai perdu le fil un petit peu pendant la course concernant
comme concernant les Sauber, parce que j'avais l'impression que Hülkenberg, effectivement, était vraiment dans ceux qui pouvaient potentiellement terminer dans le top 10. Finalement, j'ai comme perdu le fil comment il s'est rendu finalement à cet endroit-là. Portoletto, pardon, effectivement, a fait lui aussi une très bonne course. On peut parler aussi de Liam Lawson là, Oui. dans la Racing Bulls quand même. Là, on va peut-être en glisser un petit mot, mais je pense que ce sont le type de performance pour ces écuries de pointe, de fin de grille qui réussissent tout de même à aller chercher des points aujourd'hui. Racing Bulls, Sauber, Alpine. C'est vraiment excellent pour eux. Tsunoda qui termine 11e. Donc, c'est quand même bon pour eux d'aller chercher ces points-là. Puis effectivement, le Hülkenberg aurait peut-être mérité un meilleur sort. Mais tu vois, c'en est un parmi ceux qui sont sortis en premier qui n'a pas nécessairement eu d'avantage tant que ça. On peut parler de Ocon Alonso, pardon, qui avait aucun, mais vraiment aucun rythme aujourd'hui, qui était parmi les premiers à sortir. Donc, ouais, il y a eu 2 gagnants dans les pilotes ayant sorti plus rapidement et 2 pilotes qui visiblement n'ont pas réussi à prendre le rythme qu'ils voulaient peut-être. Ben justement, ça fait la transition vers les perdants de ce changement de conditions parce que oui, moi Alonso, je le mettrais pas vraiment comme un perdant parce que je pense que la Aston Martin n'avait pas le rythme. Exact. Mais en même temps, Lance Stroll a quand même fini 14e puis a fait de quelques dépassements. Donc, Alonso, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il finit 17e, mais en tout cas, l'Aston Martin n'était déjà pas dans le coup pour effectuer bien des choses, mais c'est un peu l'histoire de cette équipe récemment. Là, ça va pas très, très bien. Sinon, je pense que moi, j'ai 4 pilotes à qui je donne une contre-performance dans ces conditions. La première est pas mal évidente, c'est Isaac Hadjar, qui en a vraiment arraché. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son cas parce qu'il a perdu ben du rythme. Sinon, j'ai Esteban Ocon qui, lui, est resté un petit peu trop longtemps et puis on l'a vu aussi dans cette bataille avec Charles Leclerc et Max Verstappen. Je pense à Blanchimont où ils étaient genre presque 3 de large à un moment donné. Carlos Sainz aussi. Course vraiment difficile. Un peu à l'image de sa saison, en quelque sorte. Et Yuki Tsunoda, qui était dans les points, mais qui finit finalement hors des points. Fini 13e. C'était fait une bonne qualification, mais je crois que lui aussi fait partie de ceux qui ont été un peu shaftés par la stratégie, par les changements de conditions, en fait. Ouais, j'ajouterais peut-être Antonelli aussi, qui a été très invisible. C'est comme la 2e fois qu'il je me laisse peut-être un petit peu sur ma faim lorsqu'il pleut avec Antonelli, mais c'est un jeune pilote, là, je ne veux pas lui lancer de roche, pas du tout. Mais tu vois, il termine 16e, Russell termine 5e, ça veut dire que la Mercedes devait quand même avoir une certaine forme. J'ai pas en ce moment devant moi, je n'ai pas les distances de temps. Mais certainement pour être 16e, j'imagine que ça doit être très, très loin. Donc, je trouve ça dommage pour Antonelli, mais oui, Yuki Tsunoda est l'une de mes déceptions parce que, en plus, c'est la première fois c'est l'une de ses premières qualifications dont il réussissait assez bien. Donc, je me disais pour lui, OK, il pourrait aller chercher un certain résultat. Peut-être pas un podium, peut-être pas une 5e un top 5, mais au moins conserver ses acquis et terminer près de la 7e position, peut-être la 6e ou la 8e, rester quand même proche de ses acquis. Finalement, effectivement, dans le changement de pneus, ça a été l'un des perdants qui n'a pas réussi à trouver de rythme. Même au début de la course, c'était pas nécessairement très facile. Donc, non, je pense que tu as bien ciblé les pilotes qui auraient peut-être dû mieux faire. Ouais, et même, je dirais, Esteban Ocon, il y avait potentiellement une possibilité d'aller marquer des points. Il était quand même bien placé, mais je pense que le fait d'être resté en piste un petit peu trop longtemps avec ses pneus intermédiaires, ben,
Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Puis je pense qu'il est revenu en piste en dernière position en plus. Alors... Dans le trafic, tu sais, sortir trop tôt, c'est pas mieux. Sortir trop tard, c'est pas mieux non plus. Faut trouver le juste milieu. Puis en ce moment, je pense qu'on peut, avec les résultats actuels, on peut se dire qu'il y a des écuries qui ont bien fait et d'autres qui ont moins bien fait. Et Esteban Ocon a été l'une de ces victimes. Ouais, puis en plus, il avait fait une belle 5e place en qualification sprint et en sprint en plus samedi. Donc, c'est un virage à 180 degrés qui a pas très bien fonctionné. Donc, et surtout que Ayo Komatsu avait dit après le Grand Prix de Grande-Bretagne qu'ils avaient carrément foiré la situation dans les conditions changeantes. Ça n'a pas vraiment été le cas. Quoique Behrman était à moins d'une seconde d'aller chercher Gasly. Si ce Grand Prix avait duré un tour de plus, peut-être qu'il serait allé le chercher. Ou il aurait peut-être fini à entre peut-être 5 et 6 dixièmes du français, mais encore là, je crois que c'est un peu fait... C'est fourvoyé dans la stratégie. Puis Hadjar, ça a été vraiment une descente aux enfers. Ça a été vraiment une descente aux enfers. Ouais, j'ai comme je t'ai dit avant qu'on commence à débuter les enregistrements, j'ai comme perdu compte de comment Hadjar s'est retrouvé là. J'ai vu l'arrêt au puits, mais je me suis dit comment il s'est rendu à devoir arrêter aussitôt. Visiblement, peut-être qu'il a brisé ses pneus. J'ai hâte de lire après la course là, qu'est-ce qui s'est potentiellement passé avec Hadjar, parce que c'est pas nécessairement en mauvaise posture aujourd'hui, mais ça a été là, une descente aux enfers, comme tu dis, pour Hadjar, qui avait quand même bien fait dans les dernières courses sous la pluie. Bien sûr, on peut oublier l'Australie, bien sûr, mais somme toute, il y a eu une autre course que j'ai bien aimée de lui, sous la pluie. Donc, je m'étais dit que peut-être aujourd'hui, ça pourrait être un riser, peut-être, quelqu'un qui pourrait sortir un peu de l'ombre et aller marquer des points. En plus, il s'est qualifié 8e. J'ai 8e en tête, là, mais ça se peut que je me trompe, là, mais dans le top 10. Un bon travail quand même de qualification pour lui qui n'a pas pu être confirmé lors de la course. Effectivement, alors c'est une course à oublier pour le pauvre français, mais il aura la chance de se reprendre dans 7 jours lors du Grand Prix de Hongrie. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Et puis, très honnêtement, je pourrais bien parler de Max Verstappen, mais très honnêtement, il a passé l'entièreté du Grand Prix derrière Charles Leclerc. Donc, honnêtement, c'était juste ça. Et au moins, il peut dire j'ai gagné le sprint. Ouais, exact. Il y a une course de sprint encore dans sa petite poche. Mais non, il y a un moment où il aurait pu dépasser Leclerc. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à pousser autant qu'il aurait pu. Mais peut-être qu'il n'y avait pas le cheval non plus pour aller battre la Ferrari. Parce que je l'ai quand même senti peut-être avoir le pied un petit peu léger, mais tu sais, il parlait peut-être une problématique au niveau de son énergie électrique. Donc peut-être que ça a aussi un rapport. Il a peut-être pas été capable d'aller chercher toute l'énergie électrique qu'il voulait pour faire son dépassement lorsque Leclerc a eu une petite faute. Mais non, somme toute, il a fait une course correcte. Il n'a pas fait d'erreur non plus, mais c'est pas une course qui va passer à l'histoire non plus pour Max. Exact. Donc, au moins, on sauve un peu les meubles, en quelque sorte, mais c'était un dimanche qui était plutôt plate, disons-le. Ouais, exactement. Appelons un chat un chat.
C'est ça, c'était plate. Mais tu sais, je voudrais bien parler de ce retard de 80 minutes, mais je pense que je vais garder ça pour un texte qui devrait sortir au cours de la semaine. Alors, c'est ça. Je pense que j'ai bien des choses à écrire concernant ça. Donc, ça va être à suivre, ça va être sur Substack avant la fin de semaine. Je vais vous donner le classement des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix de Belgique. Évidemment, tout est provisoire, à moins qu'on nous dise « Ah, ben, tel pilote a été disqualifié, mais je ferai la mise à jour. » Mais Oscar Piastri est toujours en tête avec 266 points, c'est 16 de plus que Lando Norris. Max Verstappen est troisième avec 185 points. George Russell est quatrième avec 157. Charles Leclerc est cinquième avec 139. Lewis Hamilton sixième avec 109. Kimi Antonelli est septième avec 63 points. Alex Albon huitième avec 54 points. Nico Hülkenberg est neuvième avec 37 points. Et Esteban Ocon est dixième avec 27. Au championnat des constructeurs, McLaren a atteint la barre des 500 points, 516 pour être précis. Ferrari est deuxième avec 248 points. Mercedes est troisième avec 220 points. Red Bull est quatrième avec 192. Williams, cinquième avec 70 points. Sauber est sixième avec 43 points. Racing Bulls est septième avec 41 points. Aston Martin, huitième avec 36 points. Haas, neuvième avec 35 points. Et finalement, Alpine est dernier et avec 20 points. Alors, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du Bulletin GP. Donc, comme je l'ai dit, je vais écrire un texte pour revenir pas sur le Grand Prix en détail, parce que de toute façon, je pense que, à moins qu'il y ait une disqualification ou quoi que ce soit, ben, je pense que je vais plus parler de la pluie et de la Formule 1. Ce sera sur lebulletingp.substack.com. Et ensuite, on est disponible sur Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky. Et ensuite, le balado est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Apple Podcasts, YouTube et partout le Bulletin GP est disponible. Alors, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. Ça a été un réel plaisir. Et puis, on va pouvoir se retrouver dans un prochain épisode. Exactement. Et puis, je vais vous dire, le prochain épisode, il sera enregistré pas à distance. Ben, à distance, moi, je ne serai pas à Montréal. Mais je sens que ça va être un bordel. Parce que je vais être à Rimouski avec Julien et François. Fait que... Et on va le faire. Oh boy. Ouais, oh boy. Je sens que ça va être un épisode assez difficile. Donc... On se retrouve pour l'après-course du Grand Prix de Hongrie, mesdames et messieurs. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Portez-vous bien, faites attention à vous et profitez du reste de la journée et de la semaine, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde! Salut à tous!